Bonjour et bienvenue dans le numéro 40 de Jaf ta mère sur RLP 102.3 FM en Périgord avec Stéphane de l'association Équité Parentale. Aujourd'hui une émission très dense avec une interview d'une sommité, Monsieur Gérard Poussin, psychologue, ex-expert de la Cour d'appel, auteur de grand nombre d'ouvrages et qui est au programme des facultés de psychologie, je crois en 2e ou 3e année, me semble-t-il. Une interview relativement longue que je vous encourage à suivre en 2 parties, ne quittez pas, c'est après ça. RLP Radio Libre en Périgord. RLP 102.3 aujourd'hui avec Monsieur Gérard Poussin, psychologue, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Monsieur Poussin, vous êtes avec nous ? Oui, bien sûr. Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup de votre temps Bonjour. que vous nous consacrez aujourd'hui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter en préliminaire afin que nos auditeurs sachent qui vous êtes et que nous ayons l'origine de la parole que vous allez exprimer aujourd'hui ? Alors, je suis psychologue clinicien. Actuellement, je travaille chez un cabinet à Saint-Martin-d'Uriage, en Isère. J'ai été pendant 10 ans expert près la Cour d'appel de Grenoble. Et j'ai été aussi pendant, enseignant-chercheur, d'abord à l'université de Rouen, puis ensuite à l'université de Grenoble. Et bien sûr, je suis en retraite de l'université. J'ai été d'abord professeur émérite, puis professeur honoraire. Voilà à peu près tout ce que je peux dire. En fait, j'ai commencé ma carrière à l'hôpital, dans le service de Tony Lenné, qui était un homme assez extraordinaire, très connu à l'époque, maintenant beaucoup moins connu. Il a son nom dans des pavillons de psychiatrie parce qu'il est très reconnu par le milieu psychiatrique. Et donc j'avais appris beaucoup avec lui. Voilà, et ensuite je suis passé à l'université où parce que j'avais fait une thèse sur les enfants automutilateurs, qui était quelque chose de très particulier. Et ensuite je me suis intéressé à la fonction parentale et j'ai fait la 2e thèse. À l'époque on avait une thèse de 3e cycle. Puis ensuite, on faisait une thèse d'État, ce qui était mon cas. Bon, vous êtes très humble parce que vous avez oublié de préciser que vous avez rédigé nombre d'ouvrages dont certains font figure encore et sont au programme des étudiants en psychologie. Vous avez notamment écrit Les enfants du divorce, Psychologie de la séparation parentale aux éditions Duno. Je vois que vous avez également écrit Pour ou contre la garde alternée avec Madame Claire Brisset, Madame Catherine Dolto. Vous avez également écrit Rompre ces liens qui nous étouffent. Vous avez également écrit La pratique d'entretien clinique, toujours chez Duno. Oui, Fonction parentale, toujours chez Duno. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup paru chez Duno, effectivement. Et mon premier livre, c'était Un seul parent dans la famille, donc sur les familles monoparentales. C'était aux éditions Taille de Centurion. Je sais plus ce que c'est devenu. C'est Bayard en fait. C'est Bayard Édition. Voilà. Le premier livre est paru il y a 30 ans, quoi. Voilà. Oui, mais je crois qu'il a marqué. Vous avez aussi écrit Mon enfant a-t-il besoin d'un psy ? Oui, alors ça c'est un petit peu plus tard. Oui, puis j'ai aussi, alors c'est pas un livre mais c'est un livre collectif un peu plus récent là qui s'appelle Séparation conflictuelle et aliénation parentale, qui est un livre donc sous la direction de Broca Odinets et qui avec bien sûr d'autres auteurs. Alors, Olga Odinets, pour nos auditeurs, c'est donc la présidente et la fondatrice de l'association ACALPA. C'est ça. L'association contre l'aliénation parentale et le maintien du lien parental. C'est ça. Et qui est une ancienne traductrice, je crois, qui travaillait au niveau des tribunaux.
qui est quelqu'un qui a fait beaucoup dans ce secteur-là pour justement pour essayer de promouvoir le maintien du lien parental, Olga Odini. Oui, que nous espérons un jour pouvoir avoir ici. Elle sera la bienvenue pour s'exprimer si jamais elle nous entend. Voilà. Alors, Monsieur Poussin, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la société dans ce domaine de compétences qui nous intéresse sur les 40 dernières années? C'est une évolution extrêmement importante, ne serait-ce que la loi de 2002 qui a permis ce qu'on appelle maintenant la résidence alternée, qu'on a appelé à une certaine époque la garde alternée, parce qu'avant on parlait de garde. Mais moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au problème du divorce, par exemple, j'ai connu des gens qui faisaient des résidences alternées contre le juge, c'est-à-dire qu'ils arrivaient auprès du JAF en disant voilà, on va faire une résidence alternée. Le JAF disait ah non, mais ça c'est pas possible, c'est un truc. Il y a eu un arrêt du Conseil d'État pour interdire ça. Non, je peux pas faire ça. Alors les gens faisaient de la résidence alternée pratiquement illégale. C'était tout à fait étonnant. Bien sûr que j'étais persuadé que les parents, en cas d'entente, avaient plus de pouvoir et d'importance que le juge d'affaires familiales. C'est-à-dire que on se divorce, on se sépare, on va au tribunal, parce que voilà, c'est comme ça passe comme ça, voilà, c'est ainsi, et qu'on a donc des prescriptions, mais qu'en fait, si les parents s'entendent, ils ont le droit de faire différemment, s'ils sont d'accord tous les deux. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais les parents, les parents dont je vous parlais, là, avant 2001, ils demandaient à ce que le juge indique dans son jugement, dans son ordonnance, que les parents souhaitaient une résidence alternée. Ils voulaient faire formaliser leur accord, en fait. Voilà, parce que pour eux, si vous voulez, c'était un moyen je dirais de couler dans le marbre cette disposition. Et les juges répondaient mais non, c'est pas possible, on n'a pas le droit légalement, on peut pas mettre ça. Mais la formule existait néanmoins. C'est pour ça que c'était une plaisanterie de dire que c'était presque illégal, mais la formule existait toujours, sauf meilleur accord des parties. C'est-à-dire mais le juge était obligé de fixer une résidence principale. Avant 2001, le juge était obligé de fixer une résidence principale. Et donc, après, il mettait à la fin du jugement, sauf meilleur accord du parti, etc. Blablabla. Mais la résidence sera fixée, en général, c'était chez la mère, évidemment. Mais voilà, c'était uniquement l'arrangement entre parents. Et du coup, si je sais pas, tout d'un coup ils changeaient d'avis ou je sais pas quoi, à ce moment-là, et qu'ils étaient plus d'accord entre eux, c'était la décision du juge qui s'appliquait. Et ce que je trouve intéressant quand même, c'est cette idée qu'il y avait dans la tête du législateur que il fallait qu'un juge fixe une résidence principale. C'était ça si vous voulez, c'était ça la normalité en quelque sorte. Voilà. On va rebondir historiquement, c'est peut-être pour cela que M. Latombe en 2017 a tenté de faire ce qu'on appelle une double résidence afin d'imposer justement que les deux parents puissent avoir les documents concernant leurs enfants et aussi que l'enfant puisse bénéficier des avantages des deux emplacements, des deux adresses de ses deux parents en fait. C'est-à-dire que même quand il va chez son père ou chez sa mère durant les vacances, il a accès au tarif réduit des habitants du village parce que un de ses parents habite là et donc il n'est pas sur une seule adresse, il est sur deux adresses. C'est ce qu'on a essayé en 2017 qui malheureusement n'a pas fonctionné. Oui, ça n'a pas fonctionné, la double résidence. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a eu une opposition là-dessus, mais ça n'a pas fonctionné, effectivement. Moi, j'ai suivi les débats, c'était d'une violence inouïe. J'ai regardé 2 fois les débats. C'est ces gens qui ont joué la montre pour arriver à la cloche. D'ailleurs, on arrive aux origines.
de notre association, parce que nous, on s'était créé en mai 2018, lorsque justement le MoDem retrouvait une niche parlementaire. On demandait à ce que soient poursuivis ces débats, et ils l'ont jamais fait. Bon, passons. C'était le petit point historique. Mais bon, je suppose que sur les 40 ans, au niveau de la famille et de la façon dont on s'occupe de nos enfants, vous avez vu d'autres différences aussi. Alors moi, une chose que j'ai pas dit tout à l'heure dans la présentation, c'est que j'ai aussi été à l'origine de la création à Grenoble du premier espace rencontre. C'était en 1988 et donc on observait à cette époque des situations conflictuelles assez extraordinaires et on a découvert finalement ce monde du conflit familial dont on n'imaginait pas comment dire la violence. On a découvert aussi ces situations dans lesquelles des enfants disaient eh ben voilà, moi je veux pas voir ma mère parce que alors excusez-moi, je vais être obligé d'être grossier, mais c'est une etc. Voilà, on avait des choses comme ça qui étaient tout à fait étonnantes pour nous à l'époque. Bon, depuis on s'est habitué. On s'est aperçu aussi d'ailleurs que dans les espaces rencontres, on avait finalement beaucoup de mal à avoir des résultats avec les familles très conflictuelles. En revanche, ça a été très intéressant lorsqu'on avait des familles pour lesquelles il y avait disons des désaccords, mais qui ne dépassaient pas une discussion sur est-ce que tu as bien mis les chaussettes ou est-ce que tu n'as pas oublié qu'il a besoin de crème solaire, je sais pas quoi. Voilà. Mais ça a été très surprenant pour nous au départ de voir le degré de violence dans lesquels les choses pouvaient se dérouler. Les enfants qui, par exemple, étaient déshabillés quand ils arrivaient chez eux parce qu'ils avaient passé la journée chez l'autre parent, enfin, des choses comme ça. Voilà, ça a été très dur et en même temps, ça nous a incité à réfléchir, à faire des recherches et à essayer de comprendre et à essayer surtout de faire en sorte que les conflits s'apaisent, et dans un certain nombre de cas on a pu le faire, sauf si l'enfant était victime d'une sorte de, je dirais, de lavage de cerveau. Vous, en tant que praticien qui aujourd'hui faites référence, qui avez vu de l'intérieur des tribunaux, aujourd'hui, que pensez-vous de la médiation familiale dans les conflits? Est-ce que vous tentez de promouvoir cette médiation? Et est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années, par rapport à la situation d'aujourd'hui? Alors, oui, d'abord, oui, il y a une grosse évolution. Moi, quand j'ai connu la médiation familiale, c'était un truc d'amateur, hein. C'était quelques avocats ouverts, c'était quelques enquêteurs, quelques éducateurs qui s'étaient lancés dans la médiation familiale, et puis progressivement on a réussi à obtenir qu'il y ait un vrai diplôme avec une vraie formation, et maintenant les médiateurs familiaux sont vraiment des vrais professionnels avec des connaissances et une capacité d'intervention beaucoup plus importante qu'avant. Cela dit, je dois quand même remarquer que l'utilisation des médiateurs familiaux, enfin il y a une sous-utilisation des médiateurs familiaux, c'est-à-dire que on aimerait que beaucoup plus de personnes utilisent la médiation familiale, parce que
quand c'est le cas, quand elle est utilisée, on s'aperçoit que les gens arrivent devant. Alors maintenant, c'est plus devant le juge puisque c'est souvent les avocats qui règlent le problème. Mais donc arrivent déjà avec une réflexion qui a été faite entre eux et qui débouche sur des accords sur différentes choses, notamment ce qui concerne la façon de gérer une parentalité partagée, puisque c'est le terme qu'on utilise maintenant, et qui est un terme que je trouve d'ailleurs tout à fait indiqué pour essayer de dire ce que l'on pourrait souhaiter pour l'avenir. Effectivement, que après les séparations, les gens soient capables de faire une parentalité partagée, c'est-à-dire tout en laissant la place et la spécificité de chacun, parviennent à échanger et faire en sorte que leur action aille dans le sens de l'intérêt qu'ils ont en commun pour leur enfant. Vous savez que de nombreuses associations, dont la nôtre, essayent de promouvoir la médiation et aimeraient que les procédures de gestion des conflits familiaux intègrent obligatoirement une tentative de médiation. Nous avons remarqué, nous, que certaines forces s'y opposent. Est-ce que vous avez remarqué cette chose-là, vous aussi, et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. C'est vrai que la médiation familiale n'est pas toujours promue comme elle devrait l'être. Alors, sur les forces qui s'y opposent, moi je pense que il y a toujours quand même cette idée qui est soutenue par des aspects comment dire, je vais pas dire idéologie parce que c'est un peu péjoratif, mais par des croyances de point de vue théorique qui font que on va considérer que de toute manière ce qui est important, c'est que les liens ne soient pas rompus avec la mère. Par exemple, on a beaucoup mis en avant le concept d'attachement pour dire que, en se basant notamment sur une étude qui a d'ailleurs été très très mal interprétée de Solomon et George en 1999, que il fallait pas que l'enfant passe la nuit chez son père parce qu'il était important qu'il passe la nuit avec la mère, parce que c'est ça qui permettait de ne pas rompre le lien d'attachement. Je précise quand l'enfant était âgé de moins de 50 ans. Mais là, on part sur des théories et des idéologies qui datent de Mathusalem, il me semble, parce que... Ah, mais pas du tout. Ah, mais tous les gens à qui j'ai parlé de manière récente disent au contraire qu'il est excellent que le père d'aujourd'hui, qui n'est pas celui d'hier, s'implique dans la petite enfance. Moi, j'ai toujours entendu ça depuis que je vais interviewer des experts et des professionnels et des personnes qui maîtrisent. Vous interviewez peut-être pas les gens qui sont, je sais pas si vous alliez interviewer M. Maurice Berger, des gens comme ça, Maurice vous auriez Berger, sûrement on va recadrer celui qui est, c'est celui qui s'occupe de la magistrature, je sais plus, non, c'est le juge Berger. Non, pas du tout. Non. Pas du tout, c'est un psychiatre, c'est un pédopsychiatre, qui était pédopsychiatre à l'hôpital de Saint-Étienne, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, oui, je crois que c'est Saint-Étienne, et qui a aussi fait un ouvrage avec Madame Jacqueline Philippe, qui est la présidente d'une association qui s'appelle l'Enfant d'abord.
Alors je crois que je vois de qui vous parlez. Cette personne ne viendra jamais ici parce que ce sont des gens qui militent pas pour l'égalité, visiblement. Tout Et à on fait, s'approche un tout à petit peu fait. d'eux. Tout à La fait. place du père d'aujourd'hui dans la petite enfance, ils y sont idéologiquement opposés. Donc en fait, ils n'aborderont même pas la discussion avec nous. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Mais au niveau des personnes qui effectivement sont pour l'égalité, moi j'ai cru comprendre que les enfants qui avaient accès à leurs deux parents se portaient mieux à terme que ceux qui en étaient plus ou moins amputés. Alors, oui, mais ça, effectivement, alors, c'est une étude qui, j'ai commis une étude dans ce domaine qui travaillait alors sur un aspect particulier parce que pour avoir, si vous voulez, une cohorte importante, et nous on avait, enfin il y a eu 2 études en fait, mais on a quand même la première cohorte, il y avait 5000 enfants, donc c'est quand même très important. La deuxième, il y en avait 1700. On a c'est une vraie étude scientifique au sens où on n'a pas sélectionné la population et où on a pris donc une population tout venant dans les écoles et on leur a fait passer une échelle d'estime de soi. Et on a pris tous les enfants. Hein, on n'a pas au départ sélectionné des enfants de parents divorcés, etc. Parce que sinon la plupart des études qui sont soi-disant études qui sont faites en France sont faites à partir d'études de cas, mais c'est pour moi ça ne tient pas la route. Hein. Donc le travail qu'on a fait, c'est donc de prendre dans toute cette population, on avait évidemment une grande majorité, c'est-à-dire aux environs de 85% d'enfants qui étaient dans des familles comment dire qui vivaient avec leurs deux parents, quoi, hein. Pas forcément mariés, mais qui vivaient avec leurs deux parents. Et puis on avait une petite partie de familles où les enfants étaient des enfants de parents divorcés, et là-dedans vous aviez les enfants de parents divorcés vivant principalement avec leur mère et voyant de temps en temps leur père, et puis des enfants en résidence alternée. On avait d'ailleurs aussi un tout petit bout mais vraiment minuscule, d'enfants vivant principalement avec leur père et voyant de temps en temps leur mère, mais c'est vraiment je crois que statistiquement, vous voyez, même en partant de 5000 cas, ce qui est très nombreux, on en avait un nombre qui n'était pas statistiquement utilisable sur le plan statistique pour faire les calculs, quoi. Et donc notre échelle est une échelle sur l'estime de soi. Alors évidemment le défaut qu'elle a, c'est que c'est uniquement, on pouvait pas faire passer 36 échelles aux enfants, hein. C'est une échelle sur l'estime de soi, et il y a une différence significative au bénéfice des enfants qui vivaient en résidence alternée, qui se rapprochaient plus du point de vue du niveau de l'estime de soi des enfants de parents non séparés que des enfants vivant dans une famille dans laquelle ils étaient en résidence principale chez leur mère. Après, il y a pas que cette étude, bien sûr, il y a eu énormément d'études anglo-saxonnes, je vais pas toutes les citer, qui utilisaient d'autres critères que l'estime de soi.
Cela dit, c'est un critère très important. J'ai pas le temps de développer pourquoi on a pris celui-là, mais ouais, pour un enfant en construction, je comprends l'intérêt, voilà. Bien sûr. On a fait des études antérieures qui montraient que c'était vraiment un des indices les plus fiables. Mais faut reconnaître que il y a d'autres indices comme, je sais pas, alors c'est un indice un peu bateau, mais la réussite scolaire, etc. Bien qu'un enfant n'est pas forcément heureux parce qu'il a une réussite scolaire, mais bon. Ou je sais pas, l'absence de troubles psychologiques comme des dépressions ou des troubles anxieux, etc. Et donc il y a notamment dans les pays, notamment en Amérique, il y a eu des études qui ont été faites en utilisant ces variables et qui ont également montré que il y avait une différence qui allait plutôt au. Alors, je dois dire, pour être très honnête, que la taille des faits n'est pas absolument énorme. Entre les enfants vivant avec des parents, avec leurs deux parents et enfin avec les trois groupes donc je viens de définir, les enfants vivant avec leurs deux parents, les enfants vivant en résidence principale à la mère et les enfants vivant en résidence alternée. Mais donc pratiquement toutes les études, l'avantage était alors encore une fois avec une petite taille d'effet, mais était quand même favorable à la résidence alternée. Ce sont des faits, je veux dire, c'est pas des trucs que j'ai été inventé. Non, mais vous confirmez. C'est des études. Maintenant, effectivement, il y a en gros 2-3 études, on va dire, qui vont dans le sens inverse, mais ces 2-3 études, elles portent sur des enfants de moins de 3 ans, 2 avec comme unique indice de qualité de bien-être chez l'enfant, la qualité de l'attachement, et j'oublie le troisième. C'est le troisième point qui m'échappe. C'est pas grave. Mais en tout cas, ces 3 études, d'abord, elles sont pas très nombreuses. Si je les compare aux autres, on a plusieurs centaines d'études pratiquement. Donc, ces 3 études, à mon avis, elles ont au moins un défaut qui est de ne se fonder que sur la notion d'attachement, sachant par ailleurs que la qualité de l'attachement n'est pas prédictive. Et ça, il y a aussi des travaux qui ont été faits là-dessus. La qualité de l'attachement chez un enfant, surtout chez un enfant très petit, n'est pas prédictive de son évolution psychologique ultérieure. Et heureusement d'ailleurs, parce que si vous voulez, il y a 60% des enfants qui sont globalement, sans parler de leur situation familiale, il y a 60% des enfants qui sont qui présentent un attachement qu'on appelle l'attachement sécure. Ce qui veut dire qu'il y a 40% qui présentent un attachement insécure. Et si ces 40% devenaient des enfants et des adultes malades psychiquement, ça voudrait dire qu'il y a 40% de personnes malades dans la population, ce qui est évidemment une absurdité. Donc utiliser ce seul critère de l'attachement pour caractériser alors parce que oui, effectivement, ces études allaient dans le sens du fait que ces enfants très jeunes avaient un attachement insécure quand ils étaient en résidence alternée. C'est ça voilà. Mais je veux pas leur faire trop de publicité, parce que je trouve que elles ont un gros défaut méthodologique d'une part, et d'autre part, elles sont beaucoup moins nombreuses que les études qui vont dans l'autre sens. RLP. Radio libre en Périgord.
Voilà, fin de la première partie, rediffusion mercredi prochain 16h. N'oubliez pas les petits pouces bleus si vous nous écoutez sur Internet. Et la seconde partie qui montera en puissance, vous verrez, c'est intéressant. À vendredi prochain 20h. Bye bye, ciao ciao.